On poursuit cette session consacrée au modèle de régression non paramétrique. On a vu dans une première partie une méthode d'estimation d'une fonction non paramétrique, c'est-à-dire sur laquelle on ne fait aucune hypothèse de type régression linéaire, et même aucune hypothèse paramétrique. Cette première méthode que l'on a vue s'appelle la méthode LOES, L-O-E-2-S. Elle fonctionne par approximation locale de la fonction de régression par des polynômes. On va voir un deuxième type de méthode qu'on appelle la méthode de spleen. Et l'idée, c'est d'approcher la fonction de régression par une fonction qu'on appelle une fonction spleen de degré d sur l'intervalle d'observation de cette fonction entre a et b. Donc on est toujours dans l'exemple illustratif du lien entre la concentration maximale en ozone et la température à 12 heures. Et je vais commencer par définir ce que j'appelle une fonction spleen. Alors une fonction spleen de degré d sur un intervalle AB, ça suppose d'abord qu'on ait partitionné l'intervalle AB. Et donc la partition que je vous propose ici avec T0, T1, T2, etc., qui sont ce qu'on appelle des nœuds de la partition. Donc les nœuds forment une suite croissante, hein. T0 c'est A, T indice grand L plus 1 c'est B, ce qui veut dire que entre A et B on a grand L nœuds intérieurs, on appelle ça comme ça. Les nœuds intérieurs sont les nœuds qui sont vraiment à l'intérieur de l'intervalle AB. Donc ni en A ni en B. Donc on a cette partition et on dit que f est une fonction spleen de degré d sur AB pour cette partition-là. Si f est un polynôme de degré d sur chaque élément de la partition, donc on parle de polynôme par morceau de degré d, hein. Et puis si en plus f est globalement sur l'ensemble de l'intervalle AB, d moins une fois continuellement dérivable. Donc la première condition, elle rejoint un peu ce qu'on a fait avec le LOES, c'est-à-dire que localement, f peut toujours s'écrire comme un polynôme de degré d. On a vu un polynôme de degré 2 avec la méthode LOES. Et la deuxième condition, elle assure qu'il n'y a pas de coupure, de rupture nette au niveau des nœuds intérieurs de la partition. Et donc il y a une régularité globale qui est assurée par le fait qu'en tout point, y compris au nœud de la partition, la fonction f est continu, dérivable, deux fois dérivable, etc., etc. Alors, le nombre l'ordre de la dérivabilité dépend de d, dépend du degré. Et on appelle cet ensemble de fonctions, donc l'ensemble des fonctions spleen de degré d pour la partition qui va avec les nœuds intérieurs T1, T2 jusqu'à T grand L. Alors, c'est assez facile de voir que l'ensemble des fonctions que je viens de définir ici est ce qu'on appelle un espace vectoriel de dimension finie. Alors un espace vectoriel de dimension finie, c'est une notion algébrique que vous n'avez peut-être pas l'habitude de manipuler, mais ça veut juste dire que n'importe quelle fonction de cet espace peut être décomposée comme une combinaison linéaire d'un nombre fini de fonctions de base. Hein, donc un espace vectoriel, c'est, je le rappelle, un espace dans lequel la somme de deux éléments reste dans l'espace vectoriel, le produit d'un élément par un réel reste dans l'espace vectoriel, et donc la combinaison linéaire reste dans l'espace vectoriel. La combinaison linéaire d'éléments de l'espace vectoriel reste dans l'espace vectoriel. Et quand on dit qu'il est de degré fini, de dimension finie, pardon, cet espace vectoriel, ben, ça veut dire que on est capable d'extraire de cet espace vectoriel des fonctions de base, et tout élément de cet espace vectoriel peut être vu comme une combinaison linéaire de ces éléments de base. Alors ici, très précisément, la dimension, c'est grand L, donc le nombre de nœuds intérieurs, plus D, qui est le degré du polynôme, plus 1. Alors pourquoi est-ce qu'on arrive à cette valeur de grand L plus D plus 1? Ben, pour l'illustrer, je vais me placer dans le cadre que l'on va voir comme étant le cadre par défaut, qui est celui de ce qu'on appelle les splines cubiques, c'est-à-dire pour D égale 3. Je reviendrai tout à l'heure sur la raison pour laquelle on choisit D égale 3. Donc, pour construire une fonction spline de degré 3, une spline cubique sur un intervalle AB, il faut que je commence par construire un polynôme de degré 3 sur l'intervalle qui va entre T0 et T1. Le premier intervalle de la partition entre T0, qui est A en fait, et T1. Pour construire pour construire un polynôme de degré 3 sur cet intervalle,
il faut que j'estime 4 paramètres. Parce que dans un polynôme de degré 3, il y a 4 paramètres. A plus B fois X plus C fois X2 plus D fois X3, donc ça fait 4 paramètres. Pour construire le polynôme qui va être dans l'intervalle suivant, entre T1 et T2, j'aurai aussi besoin de 4 paramètres. Mais si j'utilise ces 4 paramètres-là, je vais construire un autre polynôme qui n'est pas forcément relié au polynôme précédent. Or, rappelez-vous, une fonction spline, il y a des conditions pour garantir une continuité et même une dérivabilité, et même dans le cas présent une dérivabilité à l'ordre 2, puisque le grand D est égal à 3, en T1, au point de rupture, là, au point de rupture entre le premier intervalle et le deuxième intervalle. Ben, si on regarde bien, on va avoir une condition de continuité, une condition de dérivabilité, et puis une condition de dérivabilité à l'ordre 2. Ça va mettre 3 conditions sur le deuxième polynôme, celui qui arrive entre T1 et T2. Or, on a 4 paramètres à estimer pour avoir un polynôme, donc il ne nous reste plus qu'un seul paramètre à estimer pour que ce polynôme soit relié au précédent de manière continue, dérivable et même deux fois dérivable. Donc, pour résumer, sur le premier intervalle, on a 4 paramètres, D plus 1. Sur le deuxième intervalle, on a un paramètre. Vous avez compris, sur le troisième intervalle, on aura aussi un paramètre, un paramètre, un paramètre, jusqu'à arriver au dernier intervalle qui va entre T grand L et B. On aura aussi un paramètre pour assurer la dérivabilité à l'ordre 2 global sur l'ensemble de l'intervalle AB. Et au final, si vous comptez, ça fait grand L plus D plus 1 paramètre. Donc la bonne nouvelle, c'est que cet ensemble de fonctions spline, c'est un ensemble de fonctions qui sont régulières, au sens où elles sont, en tout cas quand D est égal à 3, deux fois dérivables sur l'ensemble de l'intervalle AB, mais en plus, elles forment un espace vectoriel, ce qui veut dire que on va pouvoir identifier des fonctions de base et voir cette fonction f comme une combinaison linéaire de ces fonctions de base. Donc ces fonctions de base seront au nombre de grand L plus D plus 1, puisque c'est la dimension de l'espace vectoriel. Alors j'avance un petit peu voilà, dans le diaporama. Alors ces fonctions de base, ce que je suis en train de vous montrer sur cette diapositive, c'est une méthode pour construire les fonctions de base. Donc je vais pas interpréter complètement toutes les formules, mais je vais vous donner un peu l'idée de la construction de ces fonctions de base. Et puis surtout, à la fin de cette diapositive, je vais aller dans R, vous montrer comment est-ce qu'on calcule effectivement ces fonctions de base. Pour construire les fonctions de base, on a un algorithme qui est récursif sur le degré du polynôme. En fait, on part de l'idée assez simple que pour D est égal à 0, un polynôme de degré 0, c'est une fonction constante en fait. Hein. Les fonctions de base pour reconstruire l'ensemble des fonctions spline de degré 0, c'est-à-dire l'ensemble des fonctions qui sont constantes par morceau sur la partition, c'est les fonctions qui sont elles-mêmes constantes sur chacun des intervalles. Donc par exemple, la fonction B1, 0, c'est la fonction qui vaut 1 sur l'intervalle T1, T2 et qui vaut 0 ailleurs. Donc on va avoir sur la partition des fonctions de base pour l'ensemble des splines de degré 0 qui vont être juste des fonctions qui valent 1 sur chaque classe de la partition et 0 ailleurs. Ensuite, pour passer à D égale 1, on va appliquer une opération sur les fonctions de base de l'ensemble des splines de degré 0. Alors cette opération, elle est montrée ici par cette équation. Pour construire les fonctions de base de degré 1, on va calculer à partir des fonctions de base de degré 0. L'idée, c'est que les fonctions de base de degré 1, elles vont avoir un support qui va être celui de deux intervalles consécutifs. Les fonctions de base de degré 0, elles avaient comme support un intervalle de la partition. Pour le degré 1, on a deux intervalles consécutifs. Comment est-ce qu'on fait pour construire une fonction de base sur deux intervalles consécutifs? Eh bien, on multiplie la fonction de base sur le premier intervalle par cette fonction-là, x moins ti sur ti plus 1 moins ti. Alors, x moins ti sur ti plus 1 moins ti, c'est une fonction linéaire en x qui vaut 0 quand x est égal à ti et qui vaut 1 quand x est égal à ti plus 1. Donc sur ti plus 1,
C'est juste un segment de droite qui va de 0 jusqu'à 1. Et puis sur TI plus 1, TI plus 2, donc l'intervalle adjacent, on va prendre la fonction de base qui est constante et égale à 1 sur cet intervalle et on va la multiplier par ce terme-là qui pour le coup est une fonction linéaire mais cette fois-ci décroissante de x qui part en x égale à ti plus 1 de la valeur 1 et qui descend en x est égal à ti plus 2 soit à la valeur 0. Donc si vous reconstituez un peu tout ça, entre ti et ti plus 1, ça monte de 0 et ça va jusqu'à 1, et entre ti plus 1 et ti plus 2, ça descend de 1 et ça va jusqu'à 0. Donc on a des fonctions de base pour les splines de degré 1 qui sont non pas des fonctions constantes par morceau, mais des chapeaux. Ça monte sur un intervalle et ça descend sur l'intervalle suivant. Donc, je rappelle, le support de chaque fonction de base n'est plus un intervalle, mais deux intervalles contigus, adjacents. Alors en faisant ça, en fait, on verra que ça ne marche pas tout à fait sur les bords, parce que sur les bords, enfin, cette formule-là, elle ne va pas marcher tout à fait. Donc on va prendre une convention qui est que pour i égale à moins 1, ben, la fonction de base de degré 0 est égale à 0, puis pour i égale à L plus 1, elle vaut aussi 0. Ce qui fait qu'en réalité, on n'aura pas des chapeaux partout. Sur les intervalles qui sont au bord de l'intervalle AB, on va avoir juste un chapeau descendant quand c'est à gauche et un chapeau montant quand c'est à droite. Voilà, donc un demi-chapeau en fait. Et puis pour d égale 2, ben, j'ai pas réécrit la formule parce qu'il n'y avait pas franchement la place, mais c'est un peu la même idée, c'est qu'au lieu d'avoir un 1 ici, on va avoir un 2, puis au lieu d'avoir un 0 ici, on va avoir un 1, et au lieu d'avoir un 0 ici, on va avoir un 1. On va construire comme ça des fonctions de base pour les splines de degré 2. Vous avez compris, en fait, du coup, comme on va multiplier une fonction linéaire ici par un x, ça va faire des fonctions polynomiales de degré 2, ici et là. Ce qui va changer aussi, c'est que le support ne va plus être deux intervalles consécutifs, mais trois intervalles consécutifs. On va avoir un support un peu plus grand, etc., etc. Donc pour d égale 3, qui est le cas qui nous concerne, chaque fonction de base est un polynôme de degré 3, et puis le support de chacun de ces éléments de base est la suite de trois intervalles consécutifs. De 4 intervalles consécutifs, pardon. 4 intervalles consécutifs pour d égale 3. Alors je vous montre un peu la tête de ces fonctions de base qu'on appelle des B-splines, B comme base, B-splines, dans R. Donc je vais commencer par définir une partition de mes données. Alors je suis toujours sur l'exemple avec la température à 12 heures, donc la concentration maximale en ozone en fonction de la température à 12 heures. Et je vais construire les fonctions de base de degré 1, hein, D égale 1, pour vous montrer ces fameux fonctions chapeaux là. Donc je définis voilà, les nœuds, en anglais ça se dit knots. Knots, je vous les montre. Donc l'intervalle va de 5 à 35, ça c'est A et B, puis les nœuds intérieurs sont 10, 15, 20, 25, 30. 1, 2, 3, 4, 5 nœuds intérieurs. Ensuite j'ai une fonction qui s'appelle BS, qui construit la matrice, enfin qui calcule toutes les valeurs des B-splines pour l'ensemble des données qu'on lui donne ici, donc pour les températures à 12 heures qui sont comprises dans le jeu de données. Donc elle a un argument qui est notes ici, mais en fait elle ne prend que les nœuds intérieurs. C'est pour ça que j'ai enlevé la première et la dernière valeur. J'ai pris que les nœuds intérieurs, donc je vous montre juste le résultat de ça pour que vous n'ayez pas de... Vous compreniez bien ce que je fais. Donc 10, 15, 20, 25, 30 sur les nœuds intérieurs. Degré égale 1 pour dire que c'est des splines de degré 1. Et puis intercept égale true. Vous verrez plus tard à quoi ça sert de faire ça. Voilà, donc là en faisant ça j'ai construit la base. Donc je vous montre juste la dimension de la base. 1186 et puis 1 2.7. Alors 1 2.7 c'est parce que donc spline de degré 1, il y a 5 nœuds intérieurs, donc ça fait bien 7 L plus D plus 1, ça fait bien 7 fonctions de base. Hein. La dimension de l'espace c'est bien 7. Et puis en ligne on a toutes les températures à 12 heures. Donc pour faire un graphique qui montre
quelle est la forme de ces fonctions en fonction de la température à 12 heures. J'ordonne les températures à 12 heures. Donc ça va me donner la permutation des individus de telle manière à ce que la température à 12 heures soit classée par ordre croissant. Et puis j'utilise la fonction matplot. Alors, la fonction matplot, ça met sur un même graphique euh, toutes les courbes contenues dans une matrice. Ici, il y a 7 courbes contenues dans cette matrice, donc ça va les mettre toutes sur le même graphique. Type égale L pour dire que ce sont des courbes. LTY égale 1 pour dire que ce sont des courbes pleines, qu'il n'y a pas de pointillés. W égale 2 pour doubler l'épaisseur du trait, etc., etc. Voilà, donc voilà les fameuses B-splines de degré 1. Donc vous voyez que sur le premier intervalle là, qui va de 5 à 10, c'est juste un chapeau descendant puis 0 après. Et sur le dernier intervalle, c'est juste un chapeau montant, donc un demi-chapeau, et 0 avant 30. Et puis par contre, sur les autres intervalles, on a des chapeaux comme ça qui s'intersectent, hein, puisque j'ai dit que le support de chaque B-spline, c'était 2 intervalles consécutifs. Maintenant, pour des splines de degré 3, je vais reprendre la même commande. J'ai pas spécifié degree égale 3 parce que c'est l'option par défaut en fait. La plupart des gens qui utilisent ces outils-là le font avec des splines cubiques. Je vous explique, enfin j'en dirai un mot aussi plus tard quand on aura ajusté des données avec ces modèles-là. Et donc je vous remontre la fonction de base. Donc cette fois-ci, il y a un peu plus d'éléments dans la base. Il y en a 9, hein, on le voit ici. Là, il y a 9 colonnes dans la matrice Basis. Là. 9 parce que grand L plus D plus 1, c'est 5 de l'intérieur, plus D qui vaut 3, plus 1, donc ça fait 9 fonctions de base. C'est plus des fonctions linéaires par morceau, mais ce sont des fonctions polynomiales de degré 3 par morceau. On va retrouver ici le fait que ça diminue quand on est au bord de l'intervalle et ça augmente quand on est à l'extrémité opposée de l'intervalle. Et puis entre les deux, ben, on va trouver des fonctions comme ça qui sont des polynômes de degré 3 par morceau. Ça, ce sont des fonctions de base. Ça veut dire que toute fonction spline pour cette partition-là de degré 3 est une combinaison linéaire de ces fonctions de base. Autrement dit, si je veux calculer une fonction spline qui serait dans cet espace-là, ben, il faut qu'en chaque point, la valeur de la fonction soit une combinaison linéaire. Par exemple, si je prends le point 15, ici, au point 15, il y a 3 fonctions spline qui sont différentes de 0, là. La verte, la bleue foncée ici et la bleue claire. Et ben, la valeur de la fonction au point 15, ça va être une combinaison linéaire de la valeur de la fonction verte au point 15, de la valeur de la fonction bleu foncé au point 15 et de la valeur de la fonction bleu clair au point 15. Combinaison linéaire. Cette linéarité va nous permettre, vous allez voir plus loin, de nous ramener à un cadre que l'on connaît bien, qui est celui de la régression linéaire. C'est ce que j'introduis ici, puisque c'est un espace vectoriel, cet ensemble de fonctions spline, ben, la fonction f de régression qui est ici, là, je vais supposer que c'est une fonction spline, donc elle se décompose de manière linéaire sur l'espace, enfin sur la base des B-splines. Donc la base des B-splines, elle part de moins 3, enfin en indice, moins 3, moins 2 jusqu'à grand L, pour qu'au total il y en ait grand L plus D plus 1. Donc grand L plus 4 en l'occurrence ici. Donc l'intérêt de faire ça, c'est que en travaillant dans un espace de spline, on a d'une certaine manière ramené le problème à un problème linéaire, puisqu'il ne reste plus qu'à estimer ces coefficients, là, les coefficients B-3 jusqu'à B grand L, qui sont donc les coefficients de la fonction spline la plus proche possible, au sens des moindres carrés, de Y. Donc c'est juste un problème de régression linéaire. Je vais revenir dans R pour vous montrer comment est-ce qu'on fait ça. Donc, comme je lui ai demandé de calculer les B-splines avec intercept égale true, je ne vais pas lui mettre ici l'intercept, donc je vais mettre un moins 1 devant la formule pour lui dire d'enlever l'intercept. Hein. Pour revenir sur la diapositive, vous voyez qu'ici il n'y a pas d'intercept, hein, il n'y a pas de bêta 0 dans mon modèle. C'est pour ça que je l'enlève. Je reviens ici, et donc je fais juste un modèle de régression linéaire de Y sur cette base-là, hein, les bases qui sont là.
Et donc comme la base est de dimension 9 et qu'il n'y a pas d'intercept, euh, les coefficients que je vais récupérer voilà, sont au nombre de 9. Donc la fonction dans sa globalité, que je cherche à estimer, elle s'écrit comme 68,47 fois la première B-spline, plus 75,60 fois la deuxième B-spline, etc., etc. Donc on voit que les coefficients varient un petit peu, qui sont plus élevés sur la fin qu'au début, ce qui semble vouloir dire que la fonction est plus grande, elle augmente, quand on va vers les valeurs enfin, les plus grandes de l'intervalle. Alors ça, c'est cohérent, hein, puisque la concentration maximale en ozone, elle est au départ assez stable, et puis elle finit par augmenter ici quand on a des températures qui dépassent 20 degrés. 20 degrés, c'est ici. Après 20 degrés, on n'a plus que 1, 2, 3 spleens. Donc on voit bien que ça augmente sur les 3 dernières spleens ici. Voilà, donc comment est-ce qu'on fait pour maintenant représenter l'ajustement par la méthode des membres carrés là? Ben, pour le coup, je vais le faire sur une séquence de valeurs de T12 que je veux régulière entre 5 et 35. Donc je prends 1000 valeurs entre 5 et 35. Je recalcule mes fonctions de base dans ces valeurs-là, hein, puisqu'il faut que je travaille, je remonte sur le diaporama, il faut que je travaille pour des x ici et que je définis moi-même, hein. Donc si je veux avoir la valeur de la fonction en différentes valeurs de x, il faut que je calcule ces fonctions de base en ces valeurs de x. C'est ce que je suis en train de faire. Je calcule les valeurs ajustées. Je représente les données comme je l'ai fait précédemment avec type égale n. Je rajoute les points. Et puis je rajoute la courbe que je viens d'ajuster. Donc vous voyez que on retrouve un peu la même forme qu'on avait précédemment obtenue avec l'OS, avec quelque chose d'assez plat ici, puis ça augmente. Et ici on a une petite vague ici qui correspond à un petit décrochement des données là. On a aussi, avec cette méthode-là, réussi à extraire de manière non paramétrique et sans hypothèse de nature biologique sur la non-linéarité entre y et x, de la relation entre y et x. On a réussi à extraire cette forme-là des données à partir d'une projection sur un espace de spleen. L'avantage de cette approche-là, c'est que finalement, je n'ai eu à estimer que 9 paramètres. Avec 9 paramètres seulement, j'arrive à extraire cette forme-là. Alors oui, avant d'aborder cette question justement de la complexité de la complexité oui, du lissage, je vais revenir un peu là-dessus, mais ça va introduire en fait le transparent suivant. Euh, dans la méthode LOS, ce qui va jouer sur le caractère plus ou moins lisse de la fonction, c'est la taille du voisinage, le span. Et bien dans la méthode spleen, ce qui va jouer, c'est la dimension de l'espace des B-splines et en particulier pour jouer là-dessus, c'est pas tellement sur le degré du polynôme que l'on va jouer, c'est pas sur D, c'est sur le grand L qu'on va jouer. Donc c'est sur le nombre de nœuds intérieurs. Donc je vous montre ce qui se passe ici avec cette fois-ci 18 nœuds intérieurs. Donc je construis un nouveau vecteur de nœuds que je vous montre. Il a 20 valeurs, mais il y a seulement 18 nœuds intérieurs puisque ça commence à 5 et ça finit à 35. Ensuite, je calcule. Après, je peux lancer les commandes, c'est les mêmes, hein. La fonction de base, c'est exactement les mêmes. Donc vous voyez, j'ai augmenté la dimension de l'espace en ayant un partitionnement de l'intervalle qui va de 5 à 35 qui est plus fin. Au lieu d'avoir 5 nœuds intérieurs, j'en ai pris 18. Le résultat, c'est que la courbe, elle est moins lisse, elle montre plus de variations locales que précédemment. Et puis bon, je ne suis pas allé à un cas extrême où j'aurais eu encore plus de fonctions de base et j'aurais eu du coup des variations locales beaucoup plus fortes. Et à l'inverse, si je prends peu de fonctions V-spin, je vais avoir quelque chose qui va être très lisse. Donc on va se retrouver encore dans la configuration de choisir euh, un compromis, enfin de faire un compromis entre un nombre de nœuds qui serait faible et qui nous conduirait à quelque chose de très biaisé mais très peu variant, et
un nombre de nœuds qui serait très élevé, pour lequel le biais ne serait pas très important, mais au contraire, la variance est très importante. Alors tout ça, ça va se traiter d'une seule manière, que ce soit pour l'OS ou pour Spleen, à travers ce qu'on va appeler le nombre de degrés de liberté non paramétrique de ces méthodes de lissage. Alors en fait, les deux méthodes que je vous ai présentées là, l'OS et Spleen, sont deux méthodes qui appartiennent à la même famille de ce qu'on appelle les lisseurs linéaires, c'est-à-dire les méthodes d'estimation de fonctions non paramétriques, linéaires au sens où on peut dans les deux cas écrire les valeurs ajustées, le vecteur des valeurs ajustées de la concentration en ozone, comme une matrice multipliée par le vecteur des valeurs observées. Dans le cas de l'OS, c'est assez facile à voir puisque localement, à chaque point, on fait un ajustement d'un modèle de régression polynomiale donc, qui appartient à la famille des modèles linéaires. Du coup, on va retrouver ce lissage linéaire. Et puis, dans le cadre des fonctions spleen, on fait aussi un ajustement linéaire, comme je viens de vous le montrer. Et donc, on va retrouver cette matrice de lissage qui prend très précisément ici la forme de... donc, c'est une matrice de projection. Hein, la matrice X du modèle... Je vais revenir à la page précédente. Alors, voilà. On a un modèle de régression linéaire, donc on forme la matrice des verbes explicatifs qui est la matrice basis que j'ai construite dans le script R, avec à chaque colonne une fonction de base. C'est ce que j'appelle dans cette diapositive la matrice B indice lambda, hein, lambda étant le paramètre qui permet de jouer sur la régularité du lissage. B', B-1 fois B. Donc ça c'est c'est ce qu'on connaît de la théorie du modèle linéaire classique. Hein. Y chapeau en modèle linéaire, c'est x fois x'(x-1, x'(y). Donc x'(-1, x'(y), c'est bêta chapeau, et devant on met x. Donc ça c'est juste la matrice de lissage. Alors, qu'est-ce qui fait la différence entre une matrice de lissage correspondant à un ajustement très lisse ou au contraire un ajustement très peu lisse avec beaucoup de variations locales? C'est ce que je voudrais vous montrer dans le transparent suivant. Je vais opposer deux situations, une situation extrême très lisse et une situation extrême très peu lisse. Alors très lisse, ça voudrait dire par exemple que toutes les valeurs ajustées seraient les mêmes, ce serait constant. Donc du coup, la valeur ajustée constante, la même pour tout le monde, ce serait la moyenne, y bar. Ben, quand on fait ça, on fait du lissage des données, mais du lissage très brutal, parce qu'on ajuste chaque valeur par la moyenne. Donc ça revient à prendre dans la matrice de lissage grand S tous les éléments égaux à 1 sur n. Si vous prenez la matrice grand S fois y, c'est un produit d'une matrice par un vecteur. Si vous remplacez chaque élément de grand S par 1 sur n, ça revient à faire pour chaque ligne 1 sur n fois y1, plus 1 sur n fois y2, plus 1 sur n fois y3, donc 1 sur n fois la somme des yi et donc la moyenne. Ok, donc ça c'est la matrice de lissage pour le lissage le plus lisse possible. Maintenant la matrice de lissage pour le lissage le moins lisse possible. Le lissage le moins lisse possible, ça correspond à y chapeau i est égal à yi, c'est-à-dire c'est le lissage qui passe par tous les points observés. Pour avoir y chapeau i égal à yi, il faut que la matrice S soit la matrice diagonale, puisque si vous reprenez la matrice S multiplication matricielle par le vecteur Y, si vous prenez à la place de la matrice S la matrice identité, ça fait en première ligne une fois Y1 plus 0 fois Y2 plus 0 fois Y3, etc. Donc ça va faire une fois Y1 pour la première ligne, pour la deuxième ligne ça va faire juste une fois Y2, etc. etc. Et donc ça correspond à la matrice identité. Donc les deux extrêmes, c'est pour quelque chose d'extrêmement lisse, 1 sur n partout, et pour quelque chose d'extrêmement pas lisse, l'identité. Tous les lissages intermédiaires sont des sortes de continuum entre ces deux extrêmes. Continuum dans quel sens? Vous voyez que ce qui va jouer, c'est la concentration des poids dans cette matrice de lissage sur la diagonale ou pas. Quand les poids sont très concentrés sur la diagonale, on est proche de la matrice identité, et à ce moment-là, on est proche de quelque chose qui est très peu lisse.
quand les poids sont très dispersés, ils prennent presque tous la même valeur partout, pas forcément donc de concentration autour de la diagonale, pardon, des concentrations égales partout. On est dans le cas contraire où on a un lissage très très lisse. Du coup, une manière de mesurer le caractère plus ou moins lisse de l'approximation, c'est de calculer la somme des éléments diagonaux, la somme des poids qu'on va trouver sur la diagonale, qu'on appelle la trace de la matrice de lissage. Cette trace de la matrice de lissage, on l'appelle le nombre de degrés de liberté non paramétrique, et il est parfois aussi appelé dans R, vous allez voir, le nombre équivalent de paramètres, equivalent number of parameters. Pourquoi on l'appelle comme ça? Ben, si vous reprenez l'exemple du lissage que vous connaissez, c'est-à-dire le lissage linéaire, avec x fois x', x-1 fois x', d'ailleurs j'ai oublié un prime là, ici là, il manque un prime, je m'en rends compte dans la formule, donc x fois x', x-1 fois x', la trace de cette matrice, c'est assez facile de montrer que c'est exactement le nombre de paramètres dans la régression. Donc vous allez voir d'ailleurs que quand on va utiliser les fonctions spline, le nombre de degrés de liberté non paramétrique du lissage spline, ce sera exactement la dimension de l'espace de B-spline. Comment est-ce qu'on traite la question dans R? Eh bien, je vais réutiliser le package GAM pour ajuster la relation entre la concentration maximale en ozone et T12. Cette fois-ci, je ne vais pas écrire LO ici, je vais écrire S comme spline, et je vais lui dire je veux 5 degrés de liberté non paramétriques. Donc df égale 5, ce n'est pas les degrés du polynôme, ce n'est pas les degrés au sens D, la notation que j'ai introduite pour le degré du polynôme dans les splines, c'est les degrés de liberté non paramétriques ici. Donc 5, ça correspond à une dimension de l'espace des B-splines qui est égale à 5, donc ça correspond à très peu de nœuds intérieurs. Je prends ma séquence de T12, j'ajuste, je fais le graphique. Comme on a très peu de nœuds intérieurs, et qu'on a un degré de liberté donc non paramétrique qui est assez faible, et ben on va avoir quelque chose de très très lisse, qui éventuellement est satisfaisant, même si on observe ici qu'il y a un peu de biais, puisqu'il y a beaucoup de points au-dessus de la courbe ici, et en tout cas beaucoup plus qu'en dessous. Il y a un biais, mais la courbe, elle montre bien le côté plat ici jusqu'à 20 degrés, et puis on augmente après. Pour vous montrer, si je prends un span en l'OS égale à 0,35, donc c'est quelque chose qui devrait être assez lisse aussi, je vais lui demander le résumé de cet objet-là, et en particulier de me donner les degrés de liberté non paramétrique de cet objet. Il va me dire qu'en degrés de liberté non paramétrique, pour ce modèle-là, on est à 6,27. Donc en résiduel, on est à 1186 moins 6,27. Alors bienvenue dans un nouveau monde où les degrés de liberté peuvent être désormais des valeurs non entières. 6,27, c'est bien un degré de liberté non paramétrique au sens la trace, la somme des éléments diagonaux d'une matrice de lissage. Donc ça peut prendre une valeur non entière. Et donc si je fais l'ajustement par la méthode LOS avec un span de 0,35, comme les degrés de liberté sont proches, 5 c'est proche de 6,27 en degrés de liberté, ben on observera que l'ajustement est aussi proche, est également proche. Donc c'est en l'occurrence, dans le cas présent, le fait d'utiliser la méthode LOS ou la méthode spline, si on choisit un span qui va nous amener à un degré de liberté non paramétrique correspondant à celui qu'on a utilisé pour la fonction spline, on va trouver des ajustements qui se ressemblent beaucoup. Le bleu, là, c'est le LOS, l'orange, c'était le spline. Ok, donc à partir de cette approche et ce cadre que l'on vient de poser avec des degrés de liberté non paramétriques, on peut répondre à des questions du type: est-ce qu'on peut considérer que l'effet de la température sur la concentration en ozone est de manière significative non linéaire? Autrement dit, ça revient à comparer deux modèles. Le modèle que l'on vient d'ajuster qui est non linéaire, avec un sous-modèle de ce modèle qui est le modèle linéaire. Le modèle linéaire, c'est un cas particulier de ce modèle-là, dans lequel la fonction f vaut β0 plus β1 fois x.
comment est-ce qu'on fait ça? Ben, on va utiliser la technique de la statistique de Fisher, hein, classique. On a juste le modèle et on calcule sa somme des carrés des écarts résiduels. On a juste le modèle soit 0, c'est-à-dire le modèle linéaire, et on calcule sa somme des carrés des écarts résiduels. Et on divise l'écart entre ces sommes de carrés d'écart résiduels. Donc l'écart entre les deux, ça mesure un peu le gain d'ajustement à utiliser un modèle non linéaire versus un modèle linéaire. On corrige ça en divisant par les différences de degré de liberté. Donc le D qui est ici, c'est un degré de liberté non paramétrique. Et puis enfin, on divise le tout par la résiduelle du modèle non paramétrique divisé par ses degrés de liberté. Donc ça, c'est la mécanique classique de la statistique de Fisher pour comparer des modèles. Alors attention, hein, les degrés de liberté de cette nouvelle méthode d'analyse de variance sont non paramétriques et donc peuvent prendre des valeurs non entières. Alors je vous montre comment ça se passe dans R. Donc j'ai pris au hasard, j'aurais pu prendre Spline, mais ça marche pareil avec l'OS. Donc je prends l'ajustement l'OS que je viens de faire là, avec 0,35. Je prends le modèle linéaire. Donc, dans le modèle linéaire, j'ai rien mis ici. J'ai pas mis LO, j'ai juste mis T12. J'utilise gamme, mais par contre, je vais rien mettre ici, donc c'est bien un modèle linéaire qu'il a ajusté. Pour comparer les deux modèles, soit H0, j'ai le modèle linéaire, soit H1, j'ai le modèle LOS, avec un test de Fisher. Je lance ça, et donc il me dit qu'il a comparé les deux modèles, le modèle avec T12 et le modèle avec l'effet non paramétrique. Donc le premier modèle, c'est effet linéaire, deuxième effet non paramétrique. Chaque ligne ici correspond à chacun des deux modèles. Modèle 1 sur la première ligne, modèle 2 sur la deuxième ligne. Les degrés de liberté, 1184, c'est 1186 moins 2, hein, puisqu'il y a deux paramètres dans le modèle linéaire. Ce qu'il appelle la résiduelle déviance ici, hein, rappelez-vous que le package il est fait pour aborder des questions qui sont plus larges que le cas où y est quantitatif, donc c'est pour ça qu'il parle de déviance, mais en fait ici c'est une somme des carrés des écarts résiduels, donc ce qu'on a ici c'est RSS 0. Pour le modèle non paramétrique, cette fois-ci on a un degré de liberté qui est de la résiduelle, hein, qui est non paramétrique, on l'a calculé tout à l'heure, je peux y revenir un tout petit peu, je ne sais plus où c'était, c'est ici, voilà. J'avais dit qu'il y avait 6,27 degrés de liberté, c'est la trace de la matrice de lissage, et donc ça c'est n moins la trace de la matrice de lissage, 1179, presque 73. Ici, ça c'est RSS, la somme des carrés des écarts résiduels. Donc le df qui est ici, c'est la différence entre les deux, c'est D0 moins D ici. La déviance qui est ici, c'est la différence RSS0 moins RSS. Donc pour calculer la statistique de Fisher qui est là, on fait RSS0 moins RSS qui est ici divisé par D, et on divise le tout par RSS divisé par D. Et on obtient 100,53. Donc en gros, la variabilité expliquée par le modèle non paramétrique, le gain en tout cas de variabilité expliqué par le modèle non paramétrique, il est 100 fois supérieur à, à la variabilité résiduelle. Donc 100 fois supérieur, c'est largement significatif. Ça, c'est calculé sur l'idée que la statistique de Fisher suit une loi de Fisher à 1000, à 4,27 degrés de liberté et 1179,7 degrés de liberté, soit 0. Ça permet de calculer cette statistique de Fisher. Et cette p-value. Donc, conclusion, le modèle non paramétrique ici, il est très significatif par rapport au modèle linéaire. Autrement dit, on a validé le fait qu'on n'est pas dans une situation d'effet linéaire, mais on est bien dans une situation d'effet non linéaire. Alors au passage, je vous le dis, méfiance, il faut le savoir, quand vous lancez juste ANOVA de T12.los, il ne fait pas l'analyse de variance de ce modèle. Autrement dit, ce qu'il est en train de tester là n'est pas est-ce qu'il y a un effet de la température sur la concentration maximale en ozone, mais c'est juste une comparaison avec le modèle linéaire. Donc on est en train de refaire exactement la même chose que ce que je viens de faire. C'est la même statistique de Fisher qui est ici. C'est pour ça que j'ai décomposé les deux pour bien vous montrer qu'on fait la même chose. Pardon.
Je me suis trompé de... En revenant sur la diapositive, voilà. Maintenant, là, on a comparé du point de vue test. Je voulais vous montrer une application des degrés de liberté non paramétriques pour faire des tests statistiques pour comparer des modèles. Maintenant, on peut aussi comparer les modèles du point de vue de leur précision dans la prédiction. Donc pour ça, ben, on va utiliser des outils classiques de type, en l'occurrence ici comme Y est quantitatif, ça va être de type MSEP, PRESS ou RMSEP pour mesurer la précision de la prédiction. Donc c'est ce que je vais vous montrer là. Donc N, je crois que je l'ai déjà fait, mais je le refais, c'est 1186. Je fais de la validation croisée, je segmente les données de manière aléatoire en 10 segments, et puis je vais calculer de manière simultanée les valeurs prédites par la méthode LOESS et les valeurs prédites par le modèle de régression linéaire. Voilà, donc je cycle sur les segments. À chaque fois, j'ajuste le modèle non paramétrique et le modèle linéaire sur les données privées du km segment et je prédis sur les données du km segment. Je fais tourner ça. Donc à la fin, j'ai une valeur de Press, la somme d'écart et d'écart entre les valeurs observées et les valeurs prédites en validation croisée, qui me montre bien que le Press, il est plus petit avec la méthode non paramétrique, avec la méthode linéaire. Pour mesurer ce gain en pourcentage, je divise la différence par le Press du modèle linéaire et je vois que j'ai un pourcentage de gain de l'ordre de 26%. À peu près 26% de gain de précision dans la performance de prédiction. Juste un mot sur les messages d'avertissement qui apparaissent ici. Alors, ces messages d'avertissement, ils sont propres à l'utilisation de la méthode LOESS. Quand on les utilise quand on utilise la méthode Splint, ça n'apparaît pas. Parce qu'en méthode LOESS, quand on va lui demander de prédire la valeur de la concentration maximale en ozone, ce que je fais ici avec la fonction predict, pour des valeurs qui sont soit à l'extérieur de l'intervalle d'observation qui est prévu dans les données, soit très proche du bord, il va avoir du mal à faire la prédiction, parce qu'il va avoir des voisinages qui vont être très petits, et donc du coup il va vous mettre un avertissement. Bon, c'est pour ça il fait le boulot, mais il vous met un avertissement quand même, en vous disant attention, c'est pas terrible. Dernière partie de ce cours sur les méthodes de régression non paramétrique. Pour répondre à la question comment est-ce qu'on peut améliorer la précision de la prédiction, l'idée c'est de passer à des approches multivariées. On a vu ce que ça donnait avec une variable explicative. L'intérêt c'est de rajouter à cette variable explicative tout un profil. On a en tout 8 variables explicatives potentielles. Un mot sur la manière de le faire. En fait, l'algorithme qui permet de faire ça s'appelle l'algorithme du backfitting. Je vous montre d'abord le modèle. Le modèle, c'est un modèle additif, comme je l'ai dit tout à l'heure. C'est-à-dire qu'on a cette fois P variable explicative. On va mettre un intercept, bêta 0, là, puis après on va mettre des fonctions d'effet qui vont être non paramétriques. Donc au lieu d'avoir f de x, on va avoir f1 de x1 plus f2 de x2 plus fp de xp. On a perdu la linéarité, c'est pas bêta 1 fois x1 plus bêta 2 fois x2. Mais par contre, du coup, ça reste un modèle non paramétrique. Par contre, ce qu'on a gardé par rapport au modèle linéaire, c'est l'additivité des effets. Les effets s'ajoutent les uns aux autres. Autrement dit, l'effet de x1 est le même, quelle que soit la valeur de x2, quelle que soit la valeur de x3, etc. Comment est-ce qu'on ajuste un tel modèle? L'idée, c'est qu'on va appliquer ce que l'on sait faire en régression non paramétrique avec une seule variable explicative. Alors, c'est un algorithme itératif. Donc ça veut dire qu'on part d'une valeur initiale. La valeur initiale va consister par exemple, c'est un exemple que je donne ici, à prendre comme valeur de bêta 0 chapeau la valeur y bar. Et puis pour chacun des effets là, on peut prendre comme valeur initiale la fonction d'effet qui serait obtenue à partir du modèle de régression non paramétrique simple, c'est-à-dire juste y en fonction de x1 pour avoir la première estimation de f1,
y en fonction de x2 pour avoir la première estimation de f2, etc. C'est un point de départ. Donc une fois qu'on a initialisé, comment est-ce qu'on met à jour à chaque étape? À chaque étape, je vais mettre à jour chacune des fonctions d'effet, là, f1, f2 jusqu'à fp. Donc là, j'ai donné l'exemple avec fk. Comment est-ce que je fais pour mettre à jour fk? Je fais passer de l'autre côté là, de l'égalité toutes les autres fonctions d'effet. Donc ça va me donner y moins bêta 0 chapeau, moins la somme de toutes les fonctions d'effet sauf la km. Et du coup, j'obtiens un modèle de régression non paramétrique juste en fonction de xk. Et ça, je sais faire. Je connais ce truc-là. C'est le nouveau y, on va dire, que l'on veut prédire en fonction de xk. Donc je vais utiliser soit une méthode LOES, soit une méthode spline pour réestimer la fonction fk. Et donc comme ça, je l'ai mise à jour. Et je vais faire pareil pour tous les fk. Et donc une fois que j'ai remis à jour tous les fk, j'ai un nouveau modèle. Et puis ça devient mon modèle initial. Et je relance jusqu'à ce qu'il y ait convergence. Donc tout ça est implémenté dans la fonction gamme. Je vais vous montrer comment ça marche dans R. Ça marche exactement comme le modèle linéaire, hein, sauf que pour chaque effet, je vais lui spécifier, si j'utilise LO ou bien S, donc la méthode LOS ou la méthode spline, je pourrais aussi écrire juste T6. Hein. Si j'écrivais juste T6, il prendrait le modèle linéaire classique. Et à chaque fois, donc, je mets le span qu'il faut. Hein, ou quand on utilise la fonction spline, les degrés de liberté non paramétriques. Voilà, donc là j'ai mis le modèle avec toutes les variables explicatives. Je lance. Et ensuite, on a une petite fonction plot qui permet de visualiser les effets. Alors cette fonction plot, elle produit autant d'effets, autant de graphiques qu'il y a d'effets. Donc en l'occurrence, il y a 8 fonctions d'effets puisqu'il y a 8 variables explicatives. C'est pour ça que j'ai partitionné la fenêtre graphique en 8 sur 2 lignes et 4 colonnes. C'est l'objet de cette commande-là. Je modifie les paramètres graphiques par la fonction par. Et mfrow, là, ça permet de donner le cadre dans lequel je vais travailler. Donc 2 lignes, 4 colonnes sur la fonction graphique. Donc plot data.gamme. Voilà, il a mis à jour. Alors, qu'est-ce qu'on observe? Bon, si je reprends T12, là, on va observer des choses qu'on avait déjà commencé à observer précédemment, à savoir le fait que c'est plus ou moins constant jusqu'à 20 degrés, puis ça augmente beaucoup après. On observe un peu le même phénomène pour la température à 15 heures. On observe un phénomène très différent ici sur la température à 6 heures, mais attention, il faut ramener tout ça à la même échelle pour voir qu'en fait, ici, on est sur une plage de variation qui est beaucoup moins grande que là. Donc, on est plutôt sur quelque chose d'assez plat en réalité ici par rapport à ces deux fonctions d'effet là. Celle-ci va de moins 20 jusqu'à 40, celle-là de moins 10 jusqu'à 20, et celle-là, elle va, on va dire ici, de moins 10 jusqu'à 5 seulement. Le vent, on voit que quand il est proche de 0, ben, ça a tendance à faire augmenter la, la concentration maximale en ozone, et puis quand il est plus fort, à la fois en négatif et en positif, ça a tendance bah, ne pas avoir d'effet en fait sur la concentration maximale en ozone. La nébulosité, on est sur des plages de variation en ordonnée ici qui sont faibles, hein, donc on observe des choses assez plates en fait. Et puis pour la concentration maximale en ozone de la veille, on voit que c'est presque linéaire. Donc on pourrait se poser la question, mais maintenant que vous savez le faire, de tester si je ne devrais pas prendre en compte la concentration maximale en ozone de la veille de manière linéaire. Alors je ne vais pas le faire tout à fait comme ça, mais je vais faire... tout à l'heure, je vais aborder cette question par la sélection de modèles. De la même manière, donc, enfin maintenant on sait faire, de la même manière qu'on a testé un effet tout à l'heure non linéaire de la température à 12 heures, on peut construire la table d'analyse de variance non paramétrique de ce modèle. Donc pour chaque effet, on vous donne les degrés de liberté non paramétrique et puis le Fisher non paramétrique, la statistique de Fisher non paramétrique avec la p-value qui va avec. Donc on voit bien ici que
il y a un effet qui n'est pas significatif, c'est celui de la nébulosité à 6 heures, que tous les autres effets semblent significatifs. Le fait qu'il y ait un effet qui ne soit pas significatif, donc ça veut dire qu'il y a de la corrélation dans ces données, et puis ça pose la question de quels sont les effets que je dois conserver dans le modèle pour avoir un bon modèle de la concentration maximale en ozone, et c'est ce qu'on va aborder dans la suite par la sélection de modèles. Donc ça, c'est une manière d'aborder l'évaluation du modèle, ou en tout cas l'évaluation du modèle par des tests. Ici, c'est une table d'analyse de variance de type 2, hein, c'est-à-dire que, par exemple, à la première ligne, ce qui est testé, c'est est-ce que soit 0, c'est le modèle avec tous les effets sauf celui-là, et sous H1, c'est le modèle avec tous les effets qui sont là. Donc, ce qu'on teste, c'est est-ce que c'est intéressant de rajouter ce premier effet là quand tous les autres sont déjà dans le modèle. Donc on voit bien que pour presque tous, c'est intéressant au sens où c'est significatif. C'est un peu moins vrai pour la vitesse du vent par exemple ici, mais bon, on est proche de 0,05, mais ça reste significatif. Il y a une deuxième manière d'évaluer la performance du modèle, c'est la perspective un peu de prédiction. Donc c'est celle qui intéresse Airbase. Hein, on veut prédire la concentration maximale en ozone. Donc je ne vais pas redétailler, mais on fait encore de la validation croisée. Donc on segmente aléatoirement, on crée un vecteur de valeur prédite par validation croisée qui est vide, qui contient que des zéros, puis on cycle sur les segments. On ajuste le modèle gamme complet sur le jeu de données d'apprentissage obtenu en enlevant le km segment, on prédit sur le km segment, et à la fin on calcule le press en faisant la somme des carrés des écarts. J'ai pas lancé la commande qui est là, c'est pour ça qu'il ne connaît pas l'objet. Voilà. Donc comme je l'ai fait tout à l'heure, je mesure par ce critère-là en fait l'écart, on appelle ça l'efficacité relative, hein, c'est la différence par rapport au modèle où il y avait juste T12 dans le modèle. Press.lo, il y avait juste T12. Press.gamme, il y a tous les effets non paramétriques. Donc ça, c'est la différence de press rapportée au press du modèle avec juste T12. En pourcentage, donc je multiplie par 100, et là on voit qu'on gagne 43%. Donc on a diminué de 43% la variance de l'erreur de prédiction. Donc on pourrait dire qu'on a augmenté la précision de prédiction de 43%. Donc j'ai répondu à cette question par l'analyse de variance non paramétrique. Hein. Est-ce que c'est pertinent de considérer toutes les variables explicatives dans le modèle? Eh bien non, on en voit qu'il y a certaines qui sont pas significatives. Je voulais juste vous montrer qu'on est capable de le faire comme avec un modèle linéaire. Maintenant, on va aborder comme dernier point la sélection, puisque à partir du moment où je sais mesurer la qualité d'ajustement d'un modèle par une somme des carrés résiduels, et puis qu'en plus je sais mesurer son nombre de degrés de liberté, son nombre de paramètres équivalents, ben, je suis capable de construire un critère d'Akaike en fait, ou un critère de BIC. Donc là, je vous ai mis juste le critère d'Akaike. C'est la déviance, n fois logarithme de RSS sur n, c'est une fonction de la somme des carrés résiduels, plus 2 fois, non pas le nombre de paramètres, mais le nombre de paramètres équivalents, c'est-à-dire le nombre de degrés de liberté non paramétriques. Il y a une fonction dans le package gamme qui s'appelle step.gamme qui fait ça. Je vous montre comment ça marche. Je commence à ajuster le modèle nul. Donc la formule du modèle nul, c'est avec un tilde et un 1 là. Et puis après, j'utilise la fonction step.gamme. Je pars de ce modèle nul là, au 3.gamme. Et puis je vais lui faire une liste de modèles que je veux explorer. Alors en fait, c'est l'argument scope qui est ici. Scope, ça veut dire un peu le panorama des modèles que je vais explorer. Je vais lui dire que pour T15, je veux explorer le fait de ne pas le mettre dans le modèle, donc un 1, le fait de le mettre de manière linéaire, ou bien le fait de le mettre de manière non paramétrique avec le span égal à 0,35. Puis pareil pour max O3 de la veille, pas le mettre dans le modèle, le mettre de manière linéaire, et puis le mettre de manière non paramétrique, etc. etc. Alors comment est-ce qu'il va parcourir l'espace des modèles possibles? Ben, il va partir du modèle nul, et puis ensuite il va tester la possibilité de rajouter chacun de ces effets-là pris
séparément. Donc d'abord T15, puis T15 non paramétrique, puis après il va regarder MaxO3 machin, MaxO3 de la veille, puis MaxO3 de la veille non paramétrique, etc., etc. Pour chacun de ces modèles, il va calculer une somme des carrés d'écart résiduels, et puis ça va lui permettre de classer ces modèles, et donc il va retenir, comme on l'a vu précédemment avec la fonction step, la meilleure action possible, qui est associée à un critère d'information de type AIC, et puis si l'AIC associé à cette action possible sur le modèle euh, le, le- le fait décroître par rapport à l'étape précédente où on était au modèle nul, et ben il va essayer une nouvelle étape en modifiant à nouveau le modèle précédent, cette fois en rajoutant par rapport au modèle passé les effets qu'il a mis. Donc par exemple, s'il a choisi T15 au premier modèle, au coup suivant, il regardera le fait de remplacer T15 par l'effet non paramétrique, ou bien le fait de redescendre. Donc c'est un algorithme globalement forward, mais qui peut redescendre aussi, en enlevant T15. Voilà, donc je lance ça. Donc vous voyez, il teste d'abord le modèle nul, puis après il choisit de mettre le MaxO3 de la veille, puis le MaxO3 de la veille et la nébulosité à 12 heures, tout ça en linéaire, puis la température à 15 heures. Finalement, la température à 15 heures, il la remplace par un effet non paramétrique. Il va mettre la température à 6 heures ensuite de manière paramétrique. Voilà, température à 12 heures de manière non paramétrique. Au coup suivant, il fait évoluer, il met à jour la température à 12 heures en la considérant de manière non paramétrique. Au coup suivant, il choisit de mettre la nébulosité à 12 heures de manière non paramétrique. À la neuvième étape, il rajoute la vitesse du vent. Et puis, à la dixième étape, il a remplacé la vitesse du vent par la vitesse du vent non paramétrique. Donc il a à nouveau mis à jour. Alors c'est de plus en plus long. À chaque fois, vous voyez que l'AIC baisse, hein, c'est pour ça qu'il continue. Hein. Donc tant que l'AIC baisse, il continue. À l'étape 11, qu'est-ce qu'il a fait? Il a choisi, alors je compare les modèles, de mettre à jour T6, qui finalement on considère comme étant non paramétrique. À l'étape 12, il a choisi aussi de mettre MaxO3 de la veille de manière non paramétrique. Donc il avance toujours, il fait toujours baisser l'AIC. Il fait toujours un peu baisser l'AIC ici. Qu'est-ce qu'il a fait en mettant cette fois-ci la nébulosité à 15 heures. Étape 14, il a fait évoluer la nébulosité à 15 heures en la mettant non paramétrique. Et il manque dans le modèle une nébulosité, je pense, la nébulosité à 6 heures. Ouais. Donc tous les effets sauf la nébulosité à 6 heures sont dans le modèle et tous les effets sont non paramétriques à la fin. Ce sont des hello là qui apparaissent, donc méthode LOS. Voilà, donc on a presque un modèle qui est équivalent au précédent. Finalement, on a juste enlevé la nébulosité à 6 heures. On peut évaluer la performance de prédiction de ce modèle, mais vous allez voir qu'elle est très proche du modèle complet qu'on avait ajusté précédemment, puisqu'on a simplement enlevé la nébulosité à 6 heures, et c'est assez cohérent puisque c'était pas significatif. Quand on avait fait la table d'analyse de variance, on voyait que c'était pas significatif. Donc je fais tourner le code et puis je vous l'explique pendant qu'il tourne. Donc j'ai repris ce modèle-là, le modèle qu'on vient d'obtenir par sélection là. Sa formule, elle est donnée par l'expression formula de O3.step. O3.step, c'est le résultat de la fonction step.gam là. Donc j'ajuste ce modèle sélectionné sur les données d'apprentissage. Donc j'ai enlevé le KM segment et je prédis sur les données test. Je calcule le press. Je calcule le press. C'est la somme des carrés des écarts entre les valeurs observées et les valeurs prédites. Et puis à nouveau, je calcule l'efficacité relative en comparant le modèle GAM, qui était le meilleur press qu'on avait obtenu jusqu'à présent, avec toutes les variables, avec le modèle sélectionné là, et
on observe qu'on gagne même pas 1%, hein, parce que 0,70 c'est en pourcentage, donc c'est juste un 0,70% de gain en termes de qualité de prédiction, donc la sélection n'a pas apporté grand-chose ici. Voilà, donc on s'arrête là. Je rappelle juste ce que j'ai fait dans cette partie. On a vu, enfin ce que j'ai voulu vous montrer, c'est qu'en fait, si vous êtes dans une situation où vous pouvez objectivement pas considérer que les effets sont linéaires, vous avez le droit d'utiliser un modèle qui est un peu plus complexe, enfin, qui s'appelle le modèle GAM, qui marche d'ailleurs aussi quand la variable Y est une variable qualitative à deux modalités, un modèle de régression logistique. Euh, c'est ce modèle qui est ici, avec des effets qui sont décrits par des courbes, pas forcément des droites, et qu'après vous savez tout faire. Vous savez faire des tests pour comparer des modèles, et puis vous savez sélectionner aussi en minimisant des critères de type AIC ou BIC. BIC, il faut juste remplacer le 2 ici par un log de n, mais ça marche pareil. Et puis la nouveauté, c'est que pour faire des tests d'analyse de variance, bah, ce sont des tests d'analyse de variance non paramétriques, donc vous allez vous retrouver confronté avec des degrés de liberté qui sont des valeurs entières, puisque ce sont des traces de matrice de lissage. Voilà, donc il y a un TD à suivre pour un peu revenir là-dessus et puis utiliser des outils qui sont là-dedans.